C'est la nuit. Sous le couvert de l'obscurité, il avance, prudent et silencieux. Ici, sur le territoire des crocodiles, il faut rester vigilant, surtout près de l'eau. Mais il n'a pas peur, il ne sursaute pas à chaque bruissement ou éclaboussure. Sa cible, les œufs. L'odeur est si tentante, si forte qu'il ne peut résister et qu'il commence à creuser. Soudain, une femelle crocodile émerge, mais ça ne lui fait pas peur. Il reste dans le nid jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que les énormes mâchoires ne soient plus qu'à 1 mètre de lui et que le danger devienne bien réel. Enfin, il bat en retraite, sagement. Il sait qu'il reviendra. Ce nid est condamné. Il se régalera des œufs dès que les conditions s'y prêteront et que la femelle baissera sa garde. Alors, il viendra chercher son butin. C'est un raton laveur, doublé d'un tueur de crocodiles qui connaît leurs points faibles. Mais en vérité, le vrai tueur de crocodiles, capable d'anéantir toute la population, ne se trouve pas à l'extérieur du nid, mais à l'intérieur. L'extinction a déjà commencé. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. Cette scène a été observée par des chercheurs qui avaient installé des pièges près de nids de crocodiles américains dans les Keys de Floride. Des pièges photographiques pour filmer les ratons laveurs qui fouinaient autour des nids quand les femelles s'éloignaient. L'idée était simple, les chercheurs mesuraient le temps de réaction, le temps après lequel les ratons laveurs reculaient quand un crocodile apparaissait à l'horizon et entrait dans le cadre. Afin de mesurer l'audace de l'animal. Plus le temps de réaction était court, plus le raton laveur était audacieux, puisqu'il restait près du nid jusqu'à ce que le crocodile soit tout proche. 3 rencontres ont permis de mesurer des temps de réaction de 8 secondes, 6 secondes et 4 secondes avant l'apparition du crocodile dans le cadre. Mais un autre cas impliquait un raton laveur équipé d'un collier radio. Celui-ci avait battu en retraite littéralement 0 seconde avant que le crocodile n'apparaisse. En d'autres termes, il avait à peine échappé à l'attaque. Plus tard, ce même raton laveur audacieux a été filmé à nouveau, pillant le nid du crocodile, avec pour conséquence la perte totale de la ponte pour le reptile, qui, au fait, est une espèce menacée. Mais les ratons laveurs s'en fichent. En fait, il s'agissait du premier cas connu de raton laveur pillant un nid de crocodile à Key Largo. Dans d'autres parties de l'aire de répartition des crocodiles, cependant, ça avait déjà été observé. Cela dit, les ratons laveurs ne croisent pas seulement le chemin des crocodiles, mais aussi des alligators qui vivent dans les mêmes marais. En 2015, par exemple, une rencontre a été immortalisée sur cette photo exceptionnelle. Non, Photoshop n'y est pour rien, et l'IA non plus. Des experts ont examiné le cliché et ils en ont conclu que c'était une coïncidence rare. A priori, le raton laveur a confondu le crocodile avec la terre ferme et il a marché dessus par accident. Imaginez la surprise du crocodile. Mais en général, ces rencontres n'évoquent pas un dessin animé Disney. Bien au contraire, elles sont brutales et se résument à lequel des deux mangera l'autre. Les ratons laveurs s'en prennent aux œufs et aux bébés, quant aux alligators adultes, ils se régalent de ratons laveurs de tout âge. Le cercle de la vie et tout ça. Cependant, il faut noter une chose, même si ces recherches étaient bien sûr centrées sur les crocodiles et les ratons laveurs, les chercheurs étudiaient aussi autre chose. Voici Toxoplasma gondii, un protozoaire parasite d'hôtes intermédiaires et définitifs. On sait depuis longtemps qu'il rend certaines espèces plus audacieuses afin de les pousser vers leur destination finale, un félin. Le toxoplasme est mortel pour beaucoup d'hôtes intermédiaires ou collatéraux, mais les rongeurs infectés ont tendance à devenir plus lents, à montrer une étrange attirance pour l'urine de chat et à se comporter de manière imprévisible. Les proies infectées poussent les prédateurs à les attaquer. De plus, le toxoplasme cause d'autres changements comportementaux néfastes chez les animaux sauvages, comme le syndrome du renard idiot en Australie. Il augmente également l'audace et réduit ainsi le taux de survie des jeunes hyènes tachetées. Les jeunes hyènes sont en effet plus susceptibles d'interagir avec les lions. Récemment, on a découvert qu'il augmentait également l'audace des loups gris, ce qui les a aidés à prendre le contrôle du parc national de Yellowstone. Ce dernier cas semble prouver un effet positif, mais en général, l'excès d'audace a des conséquences tragiques. Le plus souvent, les animaux oublient toute prudence et disposant de moins d'options dans les situations dangereuses, leurs chances de survie diminuent. Quant aux ratons laveurs dont on a parlé, ils étaient tous infectés par ce parasite.
Les chercheurs pensent que leur audace était due à la toxoplasmose et qu'elle dépassait donc l'audace naturelle des ratons laveurs. Certes, les ratons laveurs sont curieux et pas timides, c'est la clé de leur adaptabilité, mais ils ont des limites. Une autre hypothèse a été avancée, reliant l'infection par le toxoplasme au paradoxe de Simpson. À petite échelle, ça semble bénéfique, mais dans l'ensemble, ça nuit à la population. Si vous vous demandez pourquoi ce parasite a besoin d'augmenter l'audace de son hôte, la réponse est simple. S'il modifie le comportement de son hôte, c'est parce que c'est bénéfique pour lui. Ça fait partie de son cycle de vie. En effet, les chats ingèrent Toxoplasma gondii quand ils mangent des proies infectées. Puis, la gamétogénèse du parasite a lieu dans l'intestin du chat, suivie de la libération d'oocystes fécaux. Ces derniers pénètrent ensuite dans l'organisme des hôtes intermédiaires et le cycle se répète, mais à condition que l'hôte intermédiaire soit dévoré par un chat. En d'autres termes, il est crucial pour le parasite d'accéder à son hôte définitif. Comment ? En s'installant dans un rongeur et en le poussant au suicide pour qu'il finisse dans l'estomac d'un chat. Enfin, une fois à l'intérieur du raton laveur, le parasite ne fait que vivre sa vie, le reste est un effet secondaire. Bien que les ratons laveurs mangent des œufs d'alligator et de crocodile même sans être porteurs du toxoplasme, le parasite les pousse à le faire plus souvent et à prendre plus de risques. C'est comme s'ils supprimaient leur instinct de survie. Mais les ratons laveurs, enhardis par les parasites, pourraient-ils anéantir toute une population de crocodiles ? Une étude a été publiée en mars 2025, c'est-à-dire tout récemment. Les États-Unis ne disposent pas de données, du moins de données précises concernant l'incidence de la toxoplasmose, mais la Floride est l'un des États où elle est le plus courante, tout comme le Texas, la Californie et l'État de New York. Ce qui, au fait, confirme les études antérieures. Elles suggéraient une prévalence plus élevée de la toxoplasmose en milieu rural et un risque plus élevé d'exposition environnementale. Bon, ces statistiques portaient sur les humains, mais ils sont infectés via l'eau, la nourriture ou les animaux. Ainsi, là où les humains l'attrapent souvent, les animaux aussi. Par exemple, on sait qu'entre 2014 et 2018, 11 kangourous sont morts de la toxoplasmose dans un zoo de Floride. Pour autant, on ne peut pas affirmer que les cas d'infection par Toxoplasma gondii en Floride sont en hausse, car aux États-Unis, il n'est pas obligatoire de déclarer les cas de toxoplasmose. En d'autres termes, il n'existe pas de données. Mais les cas connus suggèrent que les infections sont de plus en plus fréquentes, et les crocodiles, soit dit en passant, souffrent déjà bien assez comme ça. Ce n'est qu'en 2007, tout récemment, que le crocodile américain de Floride est passé de « en danger » à « vulnérable ». Une victoire pour l'espèce. Depuis son ajout à la liste en 1975, sa population a plus que doublé et son aire de répartition s'est étendue. Bonne nouvelle ? Certes. Les humains y ont contribué en rachetant des terres et en protégeant les principaux sites de nidification. Bref, la population venait de repartir à la hausse quand une nouvelle menace est apparue. Et plus les ratons laveurs sont infectés par le parasite, plus avidement ils mangent des œufs de crocodile. Au fait, certains chercheurs pensent que le raton laveur est le prédateur le plus dangereux pour les nids de crocodiles aux États-Unis. Cependant, c'est pas le seul. Outre les ratons laveurs, les nids sont pillés par les coatis, les renards, les moufettes et autres mammifères charognards. Même les ours noirs du sud de la Floride contribuent au carnage, sans parler des grandes fourmis prédatrices, des crabes et des vautours. En bref, les œufs et les nouveau-nés sont un repas prisé pour toute une gamme d'espèces vivantes en Floride. Or, une femelle crocodile ne pond qu'une fois par an et perdre un nid entier est un coup dur pour une espèce vulnérable. Les crocodiles américains n'atteignent la maturité sexuelle que quand ils mesurent 1,80 m à 2,40 m de long à l'âge de 8 à 10 ans. Avant qu'une femelle ne donne naissance à sa première couvée, elle doit donc survivre pendant un bon moment. Rien à voir avec les sangliers, qui se reproduisent toute l'année et sont fertiles 6 mois après la naissance. Les crocodiles sont lents, et c'est la principale menace pour l'espèce. Quand un raton laveur détruit un nid de crocodile, il élimine 30 à 70 individus qui auraient pu arrêter le déclin. Au fait, ça n'arrive pas qu'en Floride, les alligators du Texas sont aussi en danger. Selon les responsables des services de la faune du Texas, une caméra a récemment filmé un animal audacieux qui avait décidé de tenter le tout pour le tout et de voler un œuf d'alligator. Devinez de quel animal il s'agissait.
Sur les images nocturnes publiées le 6 août, on peut voir la femelle alligator dans son nid, cachée par les hautes herbes et les feuilles. Le nid n'était pas très bien caché, mais la mère le gardait. Malheureusement, ça n'a pas suffi à le protéger d'un raton laveur. L'alligator a pris une posture défensive, mais sa taille et ses dents acérées n'ont fait aucune différence. Le raton laveur s'est montré plus malin, attendant que la femelle parte chasser avant de se jeter sur le butin. Il a volé un œuf avant de disparaître dans l'obscurité. Maigre consolation, l'alligator disposait encore de plusieurs œufs. Chaque femelle en pond entre 20 et 30 par saison. D'un autre côté, ce raton laveur n'était sûrement pas le seul dans les parages. Et les alligators ne doivent pas se méfier que des ratons laveurs. Iguanes et crocodiles nichent côte à côte sur l'îlot paresseux au cœur du lac Gatun au Panama. Des chercheurs qui les ont étudiés pendant 3 saisons des amours ont noté que les crocodiles attaquaient souvent les iguanes. De plus, les crocodiles sortaient de l'eau plus souvent quand des iguanes se trouvaient près de leur nid. 12 attaques ont été enregistrées, 5 iguanes ont été dévorées, 5 se sont échappées et le sort des 2 autres demeure inconnu. Ces attaques n'étaient pourtant pas nécessaires car la seule présence des crocodiles dans la clairière perturbait l'activité des iguanes. De leur côté, les iguanes s'attaquaient au nid des crocodiles et déterraient les œufs. Gardez ça en tête et retournons en Floride. Il est difficile de connaître le nombre d'iguanes en Floride. Cependant, la commission de la faune affirme que par rapport aux années 60, on voit plus de lézards. Alors qu'ils ne se trouvaient que dans le comté de Miami-Dade, ils vivent maintenant dans une grande partie du sud et du sud-ouest de l'État, ainsi que dans certaines zones du corridor de Floride. Rien de bien mystérieux, les iguanes prospèrent en Floride grâce au climat subtropical, à la croissance de la population et à l'absence de prédateurs naturels. Ils disposent d'abris et de nourriture. La seule chose qui les empêche de se répandre vers le nord, c'est les températures légèrement plus fraîches. Seulement, les iguanes ne sont pas de petites bêtes inoffensives. D'abord, ils mangent les plantes et creusent des tunnels qui peuvent s'éroder et endommager trottoirs, barrages et fondations. Ensuite, ils laissent des excréments partout, sur les trottoirs, les porches, les patios, les terrasses et dans les piscines. C'est dégoûtant et ils peuvent transmettre la salmonellose. En fait, il y a tellement d'iguanes en Floride que les propriétaires sont encouragés à les tuer quand ils en trouvent sur leur propriété. Aucun permis n'est requis. Les iguanes ne sont plus de simples animaux de compagnie échappés. Ils sont maintenant une espèce invasive à part entière, riche de centaines de milliers d'individus. Et bien qu'on n'ait jamais vu d'iguanes pillant des nids de crocodiles et d'alligators de Floride, ça veut pas dire que ça n'est jamais arrivé. Il est possible que ces attaques passent inaperçues, aussi mieux vaut considérer les iguanes comme une menace. Les crocodiles ayant survécu aux ratons laveurs seront achevés par les iguanes. Et à défaut, les pumas le feront car eux aussi sont de la fête. Sur ces images par exemple, un puma a décidé de s'approcher d'un nid pour voler des œufs. Bon courage pour l'en empêcher. On a vu de gros alligators d'Amérique, mesurant de 45,7 à 152,4 cm, servir de repas à des pumas. Le 14 mars 2008, un alligator mesurant 269,2 cm a été trouvé. Il avait été tué et mangé par un puma mâle. Il s'agit du plus gros cas connu à ce jour. Tous ces exemples illustrent la vulnérabilité des crocodiles face aux félins, comme s'ils n'avaient pas déjà assez de points faibles. Cela dit, en général, quand on parle de crocodile ou d'alligator, on ne les imagine pas servir de proie à qui que ce soit. On parle quand même de gros reptiles, à la peau épaisse, à la morsure puissante et aux longues dents, et tout ça ne date pas d'hier. Si on remontait 200 millions d'années en arrière, on verrait que les crocodiles avaient la même allure à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus que 25 espèces de crocodiles pour 11 000 espèces d'oiseaux, alors que les oiseaux sont apparus des millions d'années plus tard. Mais les oiseaux ont évolué et se sont fortement diversifiés. Les crocodiles ne se sont pas foulés, ils ont conservé leurs caractéristiques pendant des millions d'années, car ça leur avait suffi jusque-là. Les crocodiles du Jurassique possédaient les mêmes atouts que les crocodiles modernes. Un long museau, une queue épaisse, une peau écailleuse rugueuse, ils étaient quasiment identiques. Les crocodiles, malgré leur lenteur évolutive, possédaient de bonnes chances de survie en l'absence de pression externe. Les espèces qui avaient essayé d'accélérer avaient disparu. Les autres ont trouvé une sorte d'équilibre entre efficacité et polyvalence. Une forme perfectionnée qui n'avait pas vraiment besoin d'amélioration. Bien sûr, des ajustements étaient nécessaires pour s'adapter à certains environnements.
Mais sur un point, les crocodiles se sont trompés. Les alligators de Caroline du Nord et du Texas survivent au froid en plongeant dans les étangs et en laissant l'eau geler autour d'eux. Seules leurs narines et leurs dents de devant dépassent de la glace. C'est ainsi qu'ils respirent en attendant le retour de la chaleur. Des alligators ont été retrouvés gelés dans des blocs de glace géants dans le Swamp Park, un sanctuaire d'alligators en Caroline du Nord. Pour être clair, c'est totalement normal. Les alligators survivent aux basses températures en entrant dans un état de torpeur appelé brumation. C'est la version à sang froid de l'hibernation propre aux mammifères. Quand la température baisse suffisamment pour que l'eau gèle, les alligators adoptent cette posture avec le nez en l'air. Leur métabolisme ralentit et ils s'enfoncent dans l'eau les yeux fermés. En réalité cependant, alligators et autres reptiles ne dorment pas profondément pendant la brumation. Ils se réveillent notamment pour boire. Cela dit, c'est similaire à l'hibernation et pendant la phase critique, le rythme cardiaque d'un alligator tombe à 3 battements par minute. En Floride, ça commence dès que la température descend sous les 21 degrés Celsius. À ce stade, la digestion devient difficile et les reptiles attendent donc le printemps. Certes, d'un côté, c'est une adaptation très efficace pour survivre au froid. Seulement, la brumation est un état très vulnérable, et si un alligator était attaqué dans cet état, pourrait-il se défendre? À vrai dire, on n'a jamais assisté à une telle attaque. Mais je connais un animal qui n'hésiterait pas à en profiter. Voici un jaguar, et ce jaguar se moque bien du fait que les alligators soient considérés comme évolutivement parfaits. Le jaguar attaque et remporte le combat. Ça peut sembler étrange, mais les jaguars chassent souvent des proies grosses et dangereuses comme les caïmans. Pour une raison simple, il y a beaucoup de caïmans dans les écosystèmes sud-américains où vivent les jaguars. Le caïman à lunettes et le jacara sont nombreux dans les zones humides d'Amérique du Sud, et leur nombre en fait des proies bien pratiques pour les félins. Les jaguars qui plus est sont d'excellents nageurs qui adorent l'eau. Et bien que les caïmans soient plus dangereux que les autres reptiles, les petits mammifères et les oiseaux, ils sont faciles à trouver et les jaguars ne rechignent pas à fournir un effort supplémentaire pour s'en régaler. Mais c'est pas parce qu'une proie est abondante que les félins la chassent forcément. Par exemple, les lions s'en prennent rarement à une girafe adulte dans la savane africaine, bien que ça se produise parfois. Cependant, dans le cas des jaguars et des caïmans, les premiers sont adaptés à la chasse aux crocodiliens. C'est des nageurs puissants et agiles. Dans cet écosystème sujet aux inondations saisonnières, les jaguars sont des animaux semi-aquatiques et c'est dans l'eau qu'on trouve le plus de caïmans. Les jaguars possèdent également un atout dont ne disposent pas les autres félins. En effet, ils sont faits pour la chasse aux reptiles néotropicaux. Outre les caïmans, on a vu des jaguars chassant de très gros crocodiles comme le crocodile de l'Orénoque. Ils s'attaquent aussi aux tortues et parfois même aux boas et aux anacondas. Comment ont-ils appris à faire ça? Eh bien, grâce à l'évolution. Après la fin de la dernière ère glaciaire, les populations de gros animaux qui parcouraient autrefois les savanes tropicales américaines ont fortement diminué. Gros camélidés, paresseux et tatous géants, tapirs gros comme une maison, capybaras de la taille d'un ours. Bref, il y avait de tout. Mais ces proies ont disparu et les jaguars devenus plus petits ont dû se tourner vers d'autres sources de nourriture. Et il s'est avéré que les gros reptiles aquatiques convenaient parfaitement. De plus, les jaguars possèdent une caractéristique évolutive spéciale, des mâchoires très puissantes. Les jaguars ont la morsure la plus puissante de tous les félins en proportion de leur taille. Grâce à leurs mâchoires, ils peuvent facilement percer le crâne de leur proie avec leurs longues canines, ce qui en fait des chasseurs très efficaces. Et pour ce qui est de chasser un animal dangereux et cuirassé comme un crocodile, précision et force jouent un rôle clé. Un bond et une morsure à l'arrière de la tête permettent au jaguar de séparer le cerveau du caïman du reste de son système nerveux, le paralysant et éliminant le danger. Une morsure et c'est fini. Certes, les caïmans sont souvent plus petits que les crocodiles et les alligators. En moyenne, ils atteignent 1,50 m à 2 mètres de long, alors que les alligators mesurent entre 3 et 4 mètres et les crocodiles jusqu'à 5 mètres. Outre la taille, crocodiles, alligators et caïmans diffèrent par la puissance de leurs mâchoires. Les crocodiles ont la morsure la plus puissante, suivie par les alligators, et enfin les caïmans plus faibles. Ainsi, il est plus facile pour un jaguar de vaincre un caïman qu'un crocodile ou un alligator.
Mais si un jaguar est capable de chasser des caïmans, il pourrait sans doute s'attaquer à de petits crocodiles et alligators. De plus, son intelligence lui permettrait de profiter de leur état vulnérable pendant l'hiver pour se régaler de reptiles de toute taille. Bien sûr, ils seraient froids, comme des plats surgelés, mais comestibles. On trouve des quantités d'animaux invasifs en Floride, alors les reptiles aquatiques peuvent se réjouir que personne n'ait pensé à y amener des jaguars. Ils y prospéreraient sûrement, au prix de la survie de toutes les autres espèces. Vous devez vous dire que les crocodiles et les alligators sont du mauvais côté de la balance, mais c'est pas tout à fait vrai. Les oiseaux, du moins, les trouvent effrayants au point de s'en servir de garde du corps pour leur nid, y compris contre les ratons laveurs. Pour les oiseaux, la principale menace pour leurs oisillons vient des prédateurs qui pillent les nids, notamment ratons laveurs et opossums. C'est pourquoi de nombreux oiseaux des zones humides, tels que cigognes, hérons, ibis et spatules, nichent au-dessus des alligators. Ça leur profite car ces reptiles féroces effraient et même dévorent les prédateurs plus petits. Cette relation gagnant-gagnant entre reptiles et oiseaux est courante sous les tropiques. Crocodiles et alligators, du moins les adultes, ne considèrent pas les ratons laveurs comme une menace. C'est logique. Vous avez vu un raton laveur ? Même le plus gros d'entre eux ne pourrait pas tenir tête à un crocodile adulte. Un raton laveur est une proie, et même les ratons laveurs porteurs d'un parasite le savent. C'est pourquoi ils battent en retraite quand ils repèrent un crocodile. Les oiseaux le savent bien aussi. Certes, on ignore ce que les reptiles retirent de cette coopération avec les oiseaux, faute d'études, mais il y a des théories. Par exemple, un avantage possible, quoique terrifiant, serait l'obtention de nourriture sous forme d'oisillons tombés des nids. Beaucoup d'oiseaux qui nichent en colonie pondent plus d'œufs qu'ils ne peuvent en élever, et ils ajustent la taille de la couvée en fonction de la nourriture disponible. En d'autres termes, si la nourriture manque, ils y jettent quelques oisillons hors du nid. Les chercheurs pensent que ces oisillons pourraient constituer une source importante de viande pour les alligators. Difficile de croire que d'énormes alligators puissent manger de minuscules oisillons, non ? Est-ce que ça fait vraiment une différence ? Eh bien, il s'avère que oui. Pour étudier l'alimentation des alligators à différents endroits, des chercheurs ont mesuré leur taille et leur poids et prélevé des échantillons de sang pour vérifier leur niveau de nutriments. Ils ont découvert que les alligators vivant près de colonies d'oiseaux aquatiques étaient mieux nourris que les autres. Et la différence était notable. Par exemple, un alligator de 2 mètres de long pesait en moyenne 3 kg de plus quand il vivait près d'une colonie qu'un alligator vivant dans un habitat similaire mais dépourvu de colonie. Ainsi, ces oisillons ont de l'importance. Dans cette vidéo, on peut voir un alligator qui se tient sous un nid, attendant qu'un peu de nourriture lui tombe dans le bec. Et ça finit par arriver. Je pensais avoir listé toutes les menaces pour les alligators et crocodiles de Floride, mais j'en ai découvert une autre. Les reptiles locaux pourraient faire face à un nouveau concurrent, un membre plus gros et plus méchant de l'ordre des crocodiliens. Selon une étude, des crocodiles du Nil ont été repérés dans le sud de la Floride. Entre 2009 et 2012, des chercheurs ont étudié des rapports de résidents parlant de crocodiles d'apparence inhabituelle et ils ont même capturé 3 de ces reptiles inhabituels. Une analyse de leur tissu a confirmé qu'il s'agissait de crocodiles du Nil invasifs issus de populations d'Afrique du Sud. Une femelle capturée en 2012 a été relâchée dans la nature et capturée à nouveau en 2014. Pas pour rien bien sûr, ça a fourni aux chercheurs la preuve qu'un crocodile du Nil pouvait survivre et prospérer dans les Everglades pendant 2 ans. De plus, ils ont découvert que pendant cette période, le crocodile avait grandi 28% plus vite que la normale, ce qui veut dire que les conditions en Floride lui avaient très bien convenu. En général, les crocodiles du Nil atteignent 5 mètres de longueur et parfois jusqu'à 6 mètres. Un crocodile du Nil adulte est un prédateur puissant qui se nourrit de tous les gros animaux qu'il peut attraper. Zèbres, buffles, tout ce qu'il peut avaler d'une bouchée ou déchiqueter avant de s'en régaler. C'est pas un prédateur à la fine bouche. La bonne nouvelle, c'est que jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pas trouvé de population établie de crocodiles du Nil en Floride. Jusqu'à présent. Le commerce d'animaux exotiques et la demande de crocodiles du Nil dans les zoos entraînent un afflux constant d'animaux. Un jour, une population stable pourrait apparaître. Et alors ? Eh bien, d'abord, les crocodiles locaux et les crocodiles du Nil entreraient en concurrence pour l'habitat et les ressources, et ces derniers l'emporteraient probablement.
De plus, les combats tourneraient à leur avantage et l'avenir des crocodiles locaux serait alors fortement compromis. Vous me devez un like. À plus.